Good morning tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on a le Lumix S9 dans les mains, un petit appareil plein format compact qui va peut-être faire parler de lui pour certaines raisons. On va en parler tout de suite, j'ai eu l'occasion de le tester sur ces derniers jours à Osaka. J'ai pris un petit peu plus de 1000 photos avec et je dois te dire qu'il y a des choses qui m'ont surprise. Donc on va découper cette vidéo en 3 parties. La première ça va être l'ergonomie, la deuxième ça va être la performance et enfin je vais te donner mon avis en tant que photographe professionnel. À qui est-ce que cet appareil va-t-il s'adresser, mais surtout à qui ne va-t-il pas s'adresser. Donc assure-toi de regarder jusqu'à la fin et ne loupe pas un petit peu ce qu'il y a au milieu parce que je vais partager les choses qui vraiment m'ont surprise lors de mon expérience avec. Si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Tellambert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro, une méthode pour faire passer sa photographie au niveau supérieur, changer sa vision, passer d'une vision normale à une vision de photographe afin que quel que soit son matos, on prenne des photos que l'on aime. Voilà, si tu es prêt, on se lance tout de suite dans cette vidéo, on va parler de l'ergonomie en premier, c'est parti. Allez hop, parlons premièrement de l'ergonomie. Qu'est-ce qu'il en est de l'ergonomie? L'ergonomie très agréable d'une certaine manière et pas agréable de l'autre. Je t'explique pourquoi dans une seconde. Le design est très minimaliste. D'accord, on se retrouve avec un design comme un Leica Q2, Q3 ou comme un Fuji X106. Voilà, c'est un design qui est compact, qui est agréable, qui est plat, sauf quand on va venir rajouter, et ce que je vous conseille, un petit grip qui va se mettre à l'avant, d'accord, qui va permettre de mieux tenir l'appareil. Parce que si tu es comme moi et que tu prends des boutons avec le bouton AF On, j'ai une vidéo dédiée sur pourquoi tu devrais le faire ça et tu peux le regarder juste là, tu vas voir ça change ta vie quand tu vas prendre des photos pour être flexible, rapide et réussir tes compositions. Sans ce petit grip à l'avant, j'arrivais pas à tenir l'appareil, il tombait en permanence. Donc maintenant avec le petit grip, je tiens bien et ça permet de faire ça. C'est pareil sur les Fuji, sur mon RX1 R2, pour les appareils de tous les jours qui ont un design compact en général, je vais rajouter soit une petite patte qui va se mettre là qui va permettre de bien appuyer le pouce, sauf quand tu n'en as pas besoin sur celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà ce petit design là avec le petit ergo pour appuyer ton pouce qui est très pratique, que je trouve super. C'est juste qu'il est un petit peu loin du bouton AF On si j'ai pas le grip à l'avant et ça reste difficile d'appuyer sur les deux en même temps. Ensuite, nouveauté, on a le bouton LOT juste à côté qui va nous permettre de changer les styles photo et vidéo rapidement. On en reparlera un petit peu après, je t'expliquerai tout en détail. Et les photos que tu as déjà vues ont été prises en mode LOT directement en JPEG appliquées avec les LOT que j'ai créés sur la base de mes presets Lightroom. Donc franchement c'est génial, c'est très pratique, ça permet d'avoir un résultat final directement dans l'appareil ou quasi final. Je trouve ça génial. On a un petit écran pivotable que beaucoup d'entre vous vont absolument adorer si vous aimez prendre des vidéos et des photos avec des angles un petit peu particuliers, c'est toujours quelque chose de très agréable. Est-ce que tu en as besoin nécessairement? Non. Mais il est là et on est content qu'il soit là. Parce que quand il n'est pas là, en général, la plupart des gens sont là. Ah mais pourquoi il n'y a pas ça, etc. Autre chose très importante, c'est un plat format. Donc une bonne prise de volume et d'espace ici. Mais tout autour, on a aussi un petit design. Moi, je l'ai pris en rouge. On a un petit design avec un sticker. Et finalement, c'est un sticker, d'accord? C'est pas peint à l'intérieur du boîtier ou dans la masse. C'est un sticker qui est rouge. Tu as une couleur bleue. Et t'as vert et t'as noir. Niveau des boutons, est-ce qu'il manque des choses? Non, d'accord. On va avoir les boutons classiques Lumix avec le Q, le play, le display, la petite roue ici très minimaliste, etc. avec les petits boutons, LUT, AF On et au-dessus choisir les modes avec une petite compensation d'exposition là-haut, un bouton REC qui est très présent, très pratique à utiliser et voici un petit peu sur la partie générale de l'ergonomie. On a un slot pour la carte mémoire, une SD classique, tac, juste là, et on a le slot pour la batterie avec la batterie qui est la même que dans le S5 2X. Encore une fois, ça permet de réduire le nombre de batteries et de garder un système pour tous. Donc franchement, ça c'est vraiment cool. Le boîtier est aussi très léger en lui-même, je trouve relativement léger pour un plein format et il prend pas de place dans un sac, d'accord? Donc ça c'est vraiment agréable. Maintenant, on parlera des optiques un petit peu après dans la vidéo et pourquoi j'ai peut-être un regret et qu'est-ce que j'aimerais voir pour un boîtier comme ça pour pouvoir le conseiller. Mais encore une fois, je t'ai dit que j'allais me donner mon opinion de photographe professionnel à la fin de cette vidéo. Une opinion générale pour à qui va s'adresser ce boîtier. Je pense que c'est un gros point de contention, de discussion un petit peu là-dessus. Donc un design qui me plaît, minimaliste, simple, mais il va falloir rajouter des choses pour le rendre vraiment agréable en main. Et ça, c'est quelque chose que
peut-être aurait dû être pris en compte au design, je sais pas. Voilà, si tu veux, on continue un petit peu à shooter et on va parler tout de suite des performances. Au niveau performance, les amis, on a plusieurs choses à se dire sur le S9. J'ai pris quelques notes au fur et à mesure de mes shoots et je dois dire que j'ai certaines frustrations. Est-ce qu'on doit commencer par la frustration? Non, on va la garder pour la fin de cette partie. Au niveau performance, au niveau spec, un petit peu, tu peux lire la fiche technique, je te montre quelques specs. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on a un capteur plein format, comme je l'ai déjà dit. On a 24,2 millions de pixels, ce qui est génial, ce qui permet d'avoir des photos en basse lumière qui marchent bien. D'ailleurs, j'ai testé les ISO à différents niveaux, comme tu peux voir sur l'image. Tu peux voir la différence, mais je trouvais que même à ISO 51200, la performance finalement était bonne. Une autre chose que j'ai remarqué aussi qui était très agréable, en fait, c'est les real-time LUTs, d'accord? C'est la possibilité d'ajouter ton style photo directement sur ton image quand tu la prends, d'accord? Je pense, et peut-être la confusion est un petit peu sur le nom, parce que les LUTs c'est pour la vidéo et normalement ils ne sont pas appliqués, enfin bref. Moi, je pense que niveau marketing, le nom aurait pu être changé, ça aurait été un peu plus pratique. Mais en fait, c'est un style photo que tu peux appliquer comme un preset Lightroom directement sur ton image, d'accord? Ça m'a permis de shooter en RAW plus JPEG. Et quand j'étais en RAW plus JPEG, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'avais directement mon image JPEG terminée. Et j'ai pu importer mes presets, je les ai créés en LUT, mes presets Lightroom. Je les ai importés dans mon appareil et littéralement, je shootais avec un de mes presets préférés, Bryce 03, directement dans l'appareil. Et ça, c'est génial. Donc, plein de photos que j'ai fait comme ça, j'ai pas eu besoin de modifier quoi que ce soit. Donc, de ce côté-là, au niveau performance, vitesse de shoot et de partage, c'est bien. Une chose qui est dangereuse, il n'y a qu'un seul slot de carte mémoire. D'accord? Et c'est arrivé à quelqu'un sur le trip d'avoir un problème de carte mémoire, du coup tu perds tout. Ça la met un petit peu mal si tu veux faire du travail pro. Si c'est juste pour le plaisir, et on en parlera à la fin exactement de pour qui et dans quelles conditions je recommande cet appareil en tant que pro, pour qui est-ce que je le recommanderais, ça va être justement de faire attention un petit peu à ça. Si tu as des shoots ultra importants, tu vas peut-être vouloir faire des backups très réguliers, on va dire, sur tes shoots au cours de la journée même, en fonction de ce que tu vas prendre en photo et en vidéo. Maintenant, parlons de l'autofocus. C'est un autofocus qui est hybride et finalement, c'est la même architecture que le S5 II X. Mais là où je me suis retrouvé vraiment frustré plusieurs fois, c'est un petit peu en lumière basse. J'ai trouvé que c'était un petit peu plus lent ou un petit peu moins performant. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que, mais bon, ça c'est un petit peu général à Lumix, c'est un petit peu comme Canon, il y a beaucoup de boîtes autour du tracking et tu ne sais pas si finalement ça fait la mise au point sur l'avant de l'épaule ou si c'est sur l'arrière de l'épaule, quand ça crée une headbox qui est tout autour du personnage, d'accord? Voilà, c'est une petite frustration perso, mais bon, c'est pas la fin du monde. J'ai trouvé que l'autofocus et la détection des objets et des personnages est très bonne. Une autre chose, c'est que tu peux avoir un aperçu constant des réglages que tu appliques dans ton appareil, mais c'est pas mis par défaut. Et si c'est un appareil qui va s'adresser au grand public, même à moi, eh ben, j'aimerais bien que ce soit mis en place par défaut. Donc ça, c'est un des petits hicks. Donc il faut que tu ailles dans les menus, que tu le mettes en route pour avoir un aperçu des réglages que tu modifies lorsque tu vas prendre ta photo directement à l'arrière de l'écran. D'accord? Franchement, ça fait beaucoup de choses à régler pour pouvoir commencer à l'utiliser. Et en plus de ça, il faut savoir une autre chose, c'est que quand tu fais ton aperçu constant, dans la partie autofocus, en fait, lorsque tu vas faire ton autofocus, cet aperçu constant disparaît. Et oui, et c'est très frustrant. Donc tu passes d'une image qui est bien exposée à une image qui est surexposée ou sous-exposée, ou l'inverse. Si justement tu es en train de jouer de faire du high key et de shooter un petit peu surexposé, tout d'un coup ton image devient sombre, et si tu es en tracking, tant que tu gardes ton bouton AF en appuyé, et ben finalement c'est sombre. Donc honnêtement, ça porte super à confusion, mais bon, la performance est là, c'est un petit détail, peut-être que ça peut être réglé avec un firmware update si Lumix écoute ça. Une petite note sur la partie vidéo. Avant que je te parle de la partie vidéo, il y a quelque chose d'hyper important à rajouter. J'étais en train de revoir la vidéo. C'est que le Lumix S9 a un obturateur électronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obturateur mécanique qui monte et qui descend, et ça peut t'exposer à des problèmes de bending, c'est-à-dire quand il y a des traces finalement comme si quelqu'un avait pris la photo à travers un rideau, lorsqu'il y a certaines sources lumineuses dont les fréquences ne sont pas, on va dire, en harmonie avec l'appareil. C'est quelque chose qui peut potentiellement être réglé avec un firmware update, ou alors des modifications peuvent être rajoutées. Je ne suis pas trop sûr honnêtement, mais en tout cas je voulais le dire, c'est quelque chose qu'on connaît très bien dans le monde de la photographie de mariage. Quand tu te mets en mode silencieux et que tu restes finalement en obturateur électronique, tu peux te retrouver avec ça en fonction des lumières présentes dans la pièce. Donc il faut toujours faire un test, tu ne veux pas te retrouver avec des photos avec du banding un petit peu partout en fait, comme tu le peux voir sur cette image. Pardon pour l'interruption, retournons tout de suite sur le terrain, parlons un peu de vidéo. Une petite note sur la partie vidéo, on a du 6K en
Open Gate. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut enregistrer sur tout le capteur. Et je fais ça avec la GoPro aussi. Ça te permet de recouper en 16/9 après une image qui est en 3:2. Tu peux recouper en 16/9 ou en vertical. Bref, tu peux enregistrer plein de formats en fait sur la même image. Et dernière chose qui est top, c'est la possibilité d'avoir un super zoom. Je vais l'appeler super zoom, ça ne s'appelle pas super zoom dans les menus. Mais en fait, c'est la possibilité de te mettre en mode APS-C un petit peu et d'avoir un zoom qui va passer de 20 mm. Imagine tu as un 20-60, tu vas passer de 20 mm à 120 mm par exemple. Je te mets les détails exacts sur l'écran en fait et tu peux voir en fait comment ça marche. Quand tu le mets en route, ça va te permettre d'étendre ton zoom et en fait ce qui va se passer c'est que ça va t'afficher X, XS ou enfin L, S, XS et ça veut dire que ta résolution de l'image diminue. Mais si tu prends une vidéo, ça peut être intéressant d'avoir cette possibilité un petit peu comme si tu zoomais sur ton téléphone. Après tu passes en crop dans ton image, finalement tu recadres à l'intérieur mais ça fait quelque chose de très smooth, de régulier dans l'approche. Voilà pour les performances. Honnêtement, j'ai pu prendre des photos, j'en suis hyper content, j'ai pu mettre mes presets directement dessus. Mais la grande question, c'est pour qui est cet appareil? Qu'est-ce que j'en pense en tant que photographe pro? Est-ce que je le recommande à d'autres semi-pros, à des pros ou à des amateurs ou à des gens qui n'ont jamais fait? Je te réponds ça tout de suite dans une seconde. Allez hop, comme promis, la question, la conclusion. Quelle est mon opinion sur cet appareil? À qui est-ce que je pense qu'il s'adresse? Et tout à la fin, je te dirai exactement personnellement pour moi, est-ce que je me vois avec cet appareil ou pas? Avant qu'on se lance dedans, il faut que tu saches deux choses. Je te prépare une autre vidéo pour la comparer avec le S5 II et le S5 IIX afin de guider un petit peu tes choix parce que ça va peut-être être un dilemme qui va venir pour toi. Donc assure-toi de t'abonner à la chaîne YouTube ou d'être sur ma newsletter pour être notifié quand cette vidéo arrive. Et deuxièmement, il faut le dire, j'ai une version de pré-production dans les mains, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs bugs qui ont été redonnés finalement à la société. On pense qu'ils vont tout de suite les corriger. Et j'ai aussi eu accès en bêta à l'application de Lumix justement pour pouvoir importer ces photos, importer certains fichiers vidéo et recadrer, appliquer des luttes, transférer les luttes sur son appareil, etc. Si tu récupères le pack de luttes que j'ai créé de Real Time Load spécialement pour le Lumix, tu peux le récupérer avec le lien dans la description. Je te mettrai aussi un guide vidéo sur comment les importer directement dans ton appareil à partir de ton téléphone. D'accord? C'est important, je tenais à le préciser. Ce n'est pas un produit qui est 100% fini, je pense, à l'heure où j'en parle. D'accord, il y a eu plusieurs choses comme la limite des 15 minutes d'enregistrement alors que l'appareil ne surchauffe pas, le fait que ça n'affiche pas le temps que ça enregistre, plus d'autres 3 petites choses et des bugs sur l'appli qui commencent à être apparemment corrigés. Pour moi, cet appareil va s'adresser, roulement de tambour, à une personne qui va l'utiliser en deuxième appareil, en troisième appareil ou un amateur, quelqu'un qui veut voyager un petit peu léger. Si tu es semi-pro, si tu es pro, oublie si tu veux l'utiliser en caméra principale. La carte mémoire, il n'y en a qu'une, tu n'as pas d'œillet, donc en conditions lumineuses, avec beaucoup de soleil, ça devient compliqué. Voilà, je ne te le conseille pas. Par contre, si tu le veux en caméra de tous les jours, en caméra B ou C, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. C'est un appareil qui va, je pense, se confronter au Canon R8, même à un A7C II, même si le A7C II il va être plus cher sur le Sony, et peut-être même un ZV-E1 par exemple de Sony. Je pense que c'est un appareil qui va venir un petit peu se confronter dans ce monde. Voilà. Au final, dis-moi ce que tu en penses toi, je suis un petit peu curieux. Est-ce que c'est un appareil qui te parle? Est-ce que c'est un appareil que tu te vois sortir avec ou pas? Personnellement, je ne me verrai qu'à moitié avec cet appareil. Ne pas avoir de viseur, pour moi, c'est un petit peu difficile. Et le fait que finalement, si je mets un objectif interchangeable, c'est cool, mais j'y gagne pas tant que ça en place, d'accord? Quand tu as le 24 ou le 85, enfin, tu as un petit boîtier, mais au final, ton setup reste assez gros. Bon, et pour conclure, n'oublie pas, sors, va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. Le matos, c'est bien, mais ça ne remplacera pas tes compétences. Travaille là-dessus en premier avant d'investir 1500 €, 1700 dans du matos. Eh ben, prends-toi une formation photo, voilà, et travaille là-dessus. Shoot tous les jours avec ton téléphone. Ce sera beaucoup plus efficace que d'avoir un nouveau matériel avec lequel on pense qu'on fera des meilleures photos ou qu'on shootera plus. C'est pas tout le temps le cas. Enfin bref, je t'envoie plein de bonnes pensées. On se voit à la prochaine. Ciao.